Bonsoir à vous toutes, bonsoir à vous tous. Merci à l'EPFL d'organiser cette soirée de discussion autour de la question de savoir comment produire du gaz renouvelable ou produire du gaz de manière plus renouvelable en Suisse. Je suis Pascal Jeannera, responsable de la rubrique Sciences et Environnement au 1930 à la RTS. Et je suis très heureux d'animer cette soirée. Et sans plus tarder, pour présenter un peu le cadre de cette manifestation, je passe tout de suite la parole à Mathias Gorman, président pour les opérations de l'EPFL. Monsieur le directeur général, cher René, chers et chers participants à ce cycle de conférences sur la durabilité, c'est la sixième et la première portant, c'est la sixième du genre, la première portant sur la thématique de l'énergie. Mesdames et messieurs, chers collègues et invités, au nom de la direction de l'EPFL, je souhaite vous adresser la cordiale bienvenue à cette conférence sur le rôle des gaz renouvelables et de la recherche de la stratégie énergétique suisse. Une question clé que nous souhaitons adresser aujourd'hui est comment produire du gaz en Suisse de manière plus durable. Et ce n'est pas un hasard si nous invitons aujourd'hui René Bautz, patron de Gaznat et alumni de l'EPFL. En 2014, il y a bientôt 10 ans, Gaznat s'engageait aux côtés de l'EPFL pour la création de 2 chaires. La première a été confiée au professeur Kumar Agraval. Il étudie des solutions pour capter le dioxyde de carbone. La deuxième a été confiée au professeur Brice Lecampion. Il étudie le stockage souterrain et les géoénergies. Ensuite, en 2016, un fonds de recherche de 5 millions financé par Gaznat a vu le jour pour lancer des appels à projets auprès des laboratoires de l'EPFL et plus de 15 projets ont ainsi pu être lancés par le biais de 3 calls en 2016, 2018 et 2021. Ces projets de recherche concernent notamment la capture du CO2 à l'aide de membranes en graphène, la séquestration du CO2, la micro-cogénération basée sur le gaz naturel, le développement de cellules de conversion du CO2 en carburant basé sur l'énergie solaire, ou encore la conversion électrochimique du CO2 en éthylène. L'avancée de ces projets a d'ailleurs été présentée par nos chercheurs vendredi dernier lors d'une journée de revue de projet qui a eu lieu au campus associé de l'EPFL en Valais. Puis en 2023, l'initiative Solutions for Sustainability a été lancée par l'EPFL et l'objectif est de mettre nos campus au défi afin d'élaborer des projets durables pour réduire notre dépendance énergétique et notre empreinte carbone. 7 projets se partageront au total 20 millions de francs, avec en particulier 2 projets à long terme visant à relever des défis majeurs en matière de développement durable. Un des 2 projets vise à mettre au point et à déployer des démonstrateurs de captage, d'utilisation et de stockage du carbone rentable et sera dirigé par Kumar Agraval, qui est titulaire d'une des 2 chaires de Gaznat. L'un des points forts du démonstrateur sera de réduire l'empreinte carbone de l'EPFL en capturant les émissions de CO2 de l'usine d'incinération des déchets NFI à Uvrier. Et cette usine fournit également la chaleur utilisée pour chauffer le campus valaisan. Et une fois capturé, le CO2 sera converti en méthane qui pourrait être injecté dans le réseau de gaz naturel et utilisé comme matière première chimique à valeur ajoutée. Ce projet capitalise notamment sur des travaux pionniers qui ont été soutenus par le fonds de recherche financé par Gaznat et évoqué précédemment. Et puis en août 2023, cette année, Gaznat a inauguré sur son site industriel à Aigle son Innovation Lab, dont la première pierre avait été posée en mai 2022. Ce projet intègre 2 recherches issues de l'EPFL, devenues 2 innovations majeures, un réacteur de méthanation développé par le professeur Andreas Zütel et des membranes de capture du CO2 en graphène développées par le professeur Kumar Agraval. Une start-up de l'EPFL, GRZ Technologies, est également impliquée dans cette initiative. Ces innovations vont désormais être testées à l'échelle industrielle au sein du Gaznat Innovation Lab, et c'est avec des réalisations telles que celle-ci que nous arrivons ensemble à réaliser des innovations dans le domaine de l'énergie. Cet Innovation Lab héberge également le Carbon Capture Team,
un projet d'étudiant dont l'ambition est d'inverser le changement climatique en capturant le carbone, et son fondateur et coordinateur, Karl Khalil, est parmi nous ce soir et participera à la table ronde. Les événements s'accélèrent et les projets se complètent. En juin dernier, le PFL a lancé avec l'ETH de Zurich une coalition pour promouvoir des solutions pour le stockage et le transport de sources d'énergie renouvelables. Il s'agit du CGES, the Coalition for Green Energy and Storage. L'objectif est de créer un système énergétique flexible et neutre en carbone en Suisse, et de nombreuses technologies à haut potentiel sont en cours de développement, mais ne sont pas encore complètement opérationnelles. Or, dans l'urgence climatique actuelle, il s'agit de les rendre rapidement commercialisables et de les amener à un niveau industriel. Pour atteindre cet objectif, la science, la politique et l'économie doivent travailler ensemble, et j'ai le plaisir de vous dire que ça se passe actuellement, ça se passe maintenant. Et la coalition a déjà suscité un grand intérêt d'une trentaine d'entreprises suisses, dont Gaznat. Il est important pour la science, et à plus forte raison pour un institut technologique comme le nôtre, d'avoir un dialogue et des collaborations avec l'économie, les PME et l'industrie. Le but est d'accélérer la transition entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée, le transfert de technologies vers des produits et des solutions que la société puisse adopter. Et c'est particulièrement vrai aujourd'hui dans la double crise énergétique et climatique à laquelle nous sommes confrontés. Cher René, un grand merci pour ton engagement pour produire du gaz de manière plus durable et pour l'étroite collaboration entre Gaznat et le PFL. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, M. Garmat, de nous rappeler les actions que mène le PFL pour accélérer cette transition énergétique. Vous parliez de politique, de société, d'entreprise. On a la chance ce soir d'avoir une représentante du régulateur, l'Office fédéral de l'énergie, en la personne de Jessica Hoog, responsable régulation du marché, donc à l'Office fédéral de l'énergie. Jessica Hoog est docteur en économie politique. Elle a étudié à Genève, à Saint-Gall, à la London School of Economics. Elle a fait de l'enseignement, elle a fait des expertises, touché un petit peu aux tarifications du gaz aussi dans son parcours. Et maintenant, donc, elle vient nous faire une présentation. Elle est en charge d'élaborer le futur message du Conseil fédéral sur la loi sur le marché du gaz, qui est très attendue. Madame Hoog, vous avez la parole. Bonsoir. Alors, par cette introduction, je désire présenter quelques éléments du développement du cadre institutionnel qui est pertinent pour la production de biométhane et de gaz synthétique également en Suisse. Donc, le but, ce n'est pas de me prononcer sur la pertinence de telle ou telle technologie, mais juste de mentionner des défis en termes de régulation. Il y a pas mal de choses qui se passent en termes de postulats, de motions qui sont déposées ou qui sont débattues actuellement. Donc, il y a un grand intérêt du Parlement. Par exemple, dans quelques jours, il y aura la réponse au postulat Candinas, hydrogène, état des lieux et options pour la Suisse, qui sera publiée avec deux études. Une étude qui va présenter différentes mesures pour pouvoir encourager l'hydrogène et également d'autres technologies Power-to-X, et aussi quelle régulation il faudrait y avoir pour un réseau d'hydrogène si cela était pertinent pour la Suisse. Il y a la stratégie hydrogène aussi, qui fait suite à deux motions, qui va aller plus loin sur le potentiel de l'hydrogène pour la Suisse et les régulations, le cadre régulateur qui serait pertinent pour encourager le développement de l'hydrogène en Suisse. Et il y a deux motions encore qui sont actuellement discutées au Conseil des États. Elles pourraient être adoptées par le Parlement durant la session d'hiver. Elles ont pour objectif de créer le cadre régulatoire approprié pour avoir un approvisionnement 100% renouvelable en gaz, et aussi pour que le gaz qui est injecté dans le réseau ait le même soutien que le gaz qui sert actuellement à produire de l'électricité. Ok, donc on verra ce qui se passe. Le Conseil fédéral préconise l'adoption des deux motions. Et ma question, ce serait pourquoi cette attention au Parlement ? On sait qu'on veut accélérer le remplacement des énergies fossiles et aussi réduire la dépendance au gaz russe. Mais la crise a notamment augmenté le prix du gaz. Alors on pourrait se dire que des initiatives privées pourraient suffire, que l'augmentation du prix rend maintenant plus attractif la production de gaz synthétiques. Alors pourquoi est-ce que l'État devrait intervenir ?
Donc, il y a plusieurs défis, notamment un premier défi qui est pour les consommateurs et les producteurs de chaleur de se coordonner sur les technologies utilisées. Parce que ces technologies sont liées à des infrastructures coûteuses, donc principalement le réseau, que ce soit le réseau de méthane ou le réseau d'hydrogène, mais aussi avec le couplage de secteurs, le réseau électrique. Et plus le nombre d'utilisateurs de ces infrastructures est élevé, plus le coût par utilisateur va diminuer. Donc, il y a un problème de coordination. Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on réaffecte le réseau principalement à l'hydrogène? Est-ce qu'on développe des technologies qui permettent d'utiliser le réseau existant? Ou est-ce qu'on part vers plutôt le tout électrification et qu'on désaffecte le réseau gaz, même s'il n'est pas complètement amorti? Donc, bien que cette coordination soit principalement du ressort des consommateurs et des producteurs, dans le respect de la planification énergétique des communes, le cadre régulateur au niveau fédéral peut la favoriser. Donc, un exemple, la modification de la loi sur l'énergie avec l'entrée en vigueur de la loi climat, qui rentrera en vigueur probablement le 1er janvier 2025, donne un signal par rapport au remplacement des installations de chauffage à combustible fossile par le soutien qu'elle offre. Donc là, une loi permet de donner un signal pour permettre à la société de se coordonner sur une technologie. Donc là, quitter les énergies fossiles pour plutôt partir sur l'électrification pour le chauffage. Dans la loi, le message au Parlement en vue d'une loi sur l'approvisionnement en gaz, qui a été mentionné avant, pourrait aussi y avoir un rôle de coordination. Donc, la loi a pour premier but de réguler l'accès au réseau, qui est par nature un monopole naturel. Elle devrait être soumise au Conseil fédéral d'ici fin août. Mais une partie, un outil dans cette loi serait l'établissement par les gestionnaires de réseau de plans de développement de réseau à soumettre aux régulateurs. Donc, l'ELCOM deviendrait l'ENCOM et aurait aussi une compétence pour le gaz, pour notamment que les coûts d'amortissement extraordinaire puissent être attribués au coût du réseau et que le régulateur puisse se prononcer sur l'imputabilité des coûts pour qu'on sache où on va, qu'on puisse anticiper et aussi qu'on ait une vision sur quelle conduite serait réaffectée à l'hydrogène. OK, un deuxième défi et qui est aussi lié au premier, à l'incertitude quant au développement du futur de l'approvisionnement en chaleur, c'est de ne pas d'attendre ce que les autres font avant de se décider d'investir dans une technologie. Et il y a aussi des obstacles administratifs, une lenteur certaine, par exemple dans les procédures d'autorisation, qui amplifient l'incertitude pour de potentiels producteurs de gaz renouvelables. Alors, des mesures d'encouragement peuvent aider dans ce contexte à accélérer le développement de gaz renouvelables et leur déploiement à plus large échelle. Par exemple, l'article 6 de la loi climat permettra d'encourager le développement de technologies et de processus innovants pour atteindre la neutralité carbone. Et il y a aussi quelques mesures qui seraient prévues dans une loi pour l'approvisionnement en gaz, comme l'obligation de raccorder les producteurs de biogaz si c'est dans la zone de desserte, et également la possibilité pour le Conseil fédéral d'introduire des quotas, que ce soit de méthane, de biométhane ou d'hydrogène renouvelable. Et un troisième défi ou enjeu sur le développement régulateur en Suisse, c'est le rapprochement de la législation suisse avec celle de l'Union européenne. Donc, il y a des grands développements au niveau législatif maintenant dans l'Union européenne avec un 4e paquet sur le marché du gaz qui est en cours d'élaboration. Et le but de ce paquet est de créer un cadre législatif pour encadrer et faciliter l'injection d'hydrogène et eau de gaz bas carbone et renouvelable au réseau de gaz naturel, encadrer le développement d'un marché de l'hydrogène et des infrastructures liées et de favoriser la décarbonation du marché du gaz naturel. Puisque la Suisse est toujours au cœur des infrastructures de réseau européennes, une législation suisse proche de celle de l'Union européenne mettrait quand même beaucoup d'huile dans nos rouages. Merci beaucoup, Madame Haug. On imagine l'immensité de la tâche
sans mauvais jeu de mots, on est vraiment dans une forme d'usine à gaz dont il faut comprendre un peu la tuyauterie et la créer, au fond, et créer les incitations. Vous disiez, il y a beaucoup d'attentes politiques, il y a des motions, il y a des groupes privés, il y a des groupes publics, il y a les propriétaires du réseau, il y a les producteurs, les importateurs. C'est extrêmement compliqué. Moi, je me réjouis maintenant de pouvoir entendre la proposition que fait Gaznat dans ce contexte, en accueillant René Bautz. Donc, vous êtes le directeur général de Gaznat, vous êtes le président du Global Gas Center, vous êtes aussi un alumnus de l'EPFL, puisque vous êtes ingénieur en électricité ici. Donc, peut-être un retour à la molécule, retour à la particule, électricité, gaz, stockage. René Bautz, vous avez la parole. Merci. Bonsoir tout le monde. C'est avec un grand plaisir que je suis ce soir de nouveau à l'EPFL. En tout cas, ça fait une longue période. J'avais diplômé en 82-83. D'ailleurs, j'ai encore quelques anciens collègues qui sont parmi vous ce soir. On était à l'avenue de Cours, donc c'était quand même encore une autre dimension de l'EPFL à l'époque. En tout cas, merci de m'avoir invité ce soir pour vous présenter un petit peu la situation au niveau du gaz et puis surtout du développement avec les gaz renouvelables. Alors, ce soir, je vais vous parler quelque peu du rôle déjà du gaz naturel aujourd'hui dans le mix énergétique pour simplement situer la chose au niveau global. Ensuite, de vous parler des différentes filières de gaz renouvelables qu'on aurait à disposition pour l'avenir pour décarboner progressivement notre secteur. Ensuite, je vais quand même aborder un petit peu la problématique, la stratégie 2050 de la Confédération avec les mutations énergétiques. Et finalement, de vous parler encore de l'importance pour nous aussi de la recherche énergétique qu'on fait notamment avec les PFL et de notre engagement dans ce domaine-là et quelques réflexions finales aussi pour le régulateur. Alors, concernant la situation au niveau du mix énergétique mondial, ça c'est un scénario qui a été développé par Cedigaz avec quelques prévisions de l'évolution possible au niveau mondial entre les années 2021, 2030 et 2050. Ici, vous voyez le mix énergétique au niveau mondial. Donc, on voit l'importance des énergies pour l'instant fossiles qui représentent aujourd'hui plus de 70% de l'alimentation au niveau mondial. Et ensuite, des prévisions qui ont été faites dans le scénario de l'évolution, donc avec une réduction progressive des énergies dites fossiles à moins de 50%. Ici, vous voyez en violet la part du gaz qui passerait seulement de 22 à 20%. Il faut le dire que dans beaucoup de régions du monde, le gaz naturel est encore considéré comme énergie de décarbonisation. Je pense notamment à l'Asie du Sud-Est, où ils utilisent encore énormément de charbon qui devrait progressivement se réduire, en tout cas d'ici 2050. Et naturellement, le développement progressif des énergies renouvelables, dont on va discuter aussi ensuite avec surtout les gaz renouvelables. Quels sont les plus grands producteurs de gaz naturel? Donc là, vous voyez aussi l'importance un petit peu des rôles géopolitiques d'aujourd'hui qui se jouent. Le plus gros producteur de gaz naturel, ce sont les USA. Il faut le dire qu'encore il y a quelques années, c'était un importateur de gaz naturel. Et aujourd'hui, c'est devenu, avec le développement de la production de gaz, notamment des gaz non conventionnels, le plus gros producteur au niveau mondial, qui représente environ 25% de la production mondiale de gaz naturel, suivi de la Russie. Donc la Russie, ce n'est pas le plus grand producteur au niveau mondial. Par contre, ils ont les plus grandes réserves prouvées, en tout cas, de gaz naturel au niveau mondial. Ensuite, derrière, l'Iran. Et seulement en plus ou moins 8e position, la Norvège, le premier européen qui est le plus gros producteur de gaz au niveau européen. Un marché qui s'est beaucoup développé aussi ces dernières années, c'est le marché du gaz liquéfié. Donc, c'est le gaz naturel en fait qu'on refroidit à moins 160 degrés environ, qui permet ensuite de le transporter par méthanier. Et là, on voit très précisément les pays consommateurs en rouge et puis en bleu les pays producteurs, dont notamment le Moyen-Orient, avec le Qatar, par exemple, qui est un très gros producteur de gaz liquéfié, et les différents méthaniers donc, qui alimentent toutes les régions du globe. Donc, c'est un marché global. C'est un marché aussi qu'on appelle d'arbitrage, parce qu'en fonction de là où on paye le plus
pour les méthaniers, c'est là que vont en principe aller les bateaux. Bon, il y a aussi quand même des contrats à long terme avec des clauses de destination, mais en général, c'est un marché qui est assez ouvert, donc qui est une compétition aussi au niveau du prix entre notamment l'Europe, qui est un grand consommateur, et puis surtout l'Asie, et surtout la Chine, qui est devenu un très gros consommateur de gaz naturel liquéfié, parce qu'ils sont encore actuellement peu raccordés par des pipelines. Et puis le Japon, par exemple, qui est une île, qui est pratiquement entièrement dépendant, en tout cas pour le gaz, avec les méthaniers, donc l'importation par méthanier de gaz naturel liquéfié. Voilà, donc aujourd'hui, les échanges par GNL représentent plus de 50% de l'échange global au niveau du gaz. Voilà la situation au niveau de la Suisse. On peut dire que l'évolution de la consommation finale de la Suisse, il y a eu 3 grandes périodes. Une grosse période jusque, je dirais, dans les années fin de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, où le charbon avait un très grand rôle au niveau de la Suisse. Ensuite, je dirais que c'est de l'ère du pétrole avec les pointes au premier choc pétrolier qui est arrivé. Ensuite, après les premiers chocs pétroliers, il y a le gaz, parce qu'on voulait absolument diversifier puis pas être trop dépendant notamment du pétrole. Et puis naturellement, toujours la progression aussi de l'électricité. Et puis maintenant, on se trouve en 2022 avec le gaz qui représente environ 15% de l'alimentation de la Suisse. Mais maintenant, progressivement, avec la décarbonisation, ce seront les renouvelables qui prendront de plus en plus d'importance avec l'électricité. Voilà, alors quelles sont maintenant les différentes filières possibles pour décarboniser le gaz naturel et d'utiliser des gaz renouvelables? Alors, je vais faire un petit peu un tour du mix possible des gaz renouvelables. Donc, d'abord, il y a toujours la possibilité d'utiliser le gaz naturel pour production d'hydrogène. On appelle ça l'hydrogène bleu. D'ailleurs, aujourd'hui, pratiquement 95% de l'hydrogène qui existe est produit à partir du gaz naturel par reformage. Mais on pourrait aussi, c'est clair, aussi pour diminuer les émissions, capter le CO2, donc avec le CCS, pour justement produire de l'hydrogène non grise, comme on l'appelle aujourd'hui, mais bleu, donc sans émission de CO2. Ensuite, nous avons le power to gas. Je vais vous parler ensuite plus en détail du power to gas. Donc, c'est en fait en utilisant les excédents d'énergie renouvelable, donc d'électricité. D'abord, on passe par un étage d'électrolyse, puis ensuite, en combinant l'hydrogène avec le CO2, on peut produire du gaz naturel de synthèse. Donc, ça, c'est une des possibilités comme filière. Puis, nous avons naturellement l'utilisation de la biomasse. Là, on a 2 grandes solutions, soit par digestion ou fermentation, qui est assez connue au niveau notamment des fermes, entre autres, et puis aussi des stations d'épuration, c'est de produire du biogaz, et puis ensuite, en le traitant, d'avoir une qualité de biométhane qu'on peut directement injecter dans les réseaux de gaz, ou par pyrolyse, donc à haute température, donc de produire du gaz de synthèse. Donc voici les 2 grandes solutions aussi d'utiliser la biomasse. La pyrolyse est plutôt adaptée pour ce qu'on appelle la biomasse sèche, et puis la fermentation plutôt pour la biomasse humide. Alors, pour rappeler rapidement la filière de biogaz, donc elle est produite à partir, par exemple, de déchets agricoles, de déchets de ferme ou de déchets ménagers. Donc, on a soit la fermentation, surtout humide, mais également possible avec sèche, donc de produire du biogaz. Mais comme ce biogaz a quand même plus ou moins 40% de CO2, il faut le traiter et ensuite l'injecter dans le réseau de gaz naturel. Et aujourd'hui, on développe aussi des technologies pour essayer d'éviter de mettre à l'évent le CO2, mais de le réutiliser, notamment pour produire du gaz de synthèse. Ensuite, une solution qui est actuellement aussi étudiée au niveau des instituts de recherche et aussi quelques pilotes qui sont développés, c'est la gazéification hydrothermale qui permet notamment avec de la biomasse humide à haute pression, donc on parle là de 200 à 300 bars, et à des températures élevées d'environ 600 degrés, de produire du gaz de synthèse également, ce qui est aussi une des solutions pour obtenir un taux de conversion assez élevé de la biomasse.
Donc ça, c'est quelque chose qui est actuellement aujourd'hui testé dans plusieurs pays européens, notamment aussi en Suisse, puisqu'ils ont aussi une telle installation, notamment au Paul Scherrer Institute près de Zurich. Et puis finalement, comme j'en ai parlé avant, c'est le power to gas. Donc l'idée, ça s'est repris de notre laboratoire, c'est de transformer l'énergie électrique qui sera de plus en plus excédentaire en hydrogène avec d'abord un électrolyseur, puis ensuite avec un réacteur de méthanation qui combine le CO2 qui est retiré de l'environnement avec naturellement l'hydrogène pour faire du gaz de synthèse qui est injecté dans le réseau. Alors, on me dirait quels sont les différents potentiels de ces énergies. Donc ça, on va regarder encore par la suite. Alors, d'abord, point de vue perspective énergétique de la Suisse en 2050. Donc, nous avons une évolution qui est prévue. Là, on a pris le scénario B qui était développé au niveau de l'Office fédéral de l'énergie qui nous semble le plus réaliste. On voit quand même un potentiel de progressivement de passer ce qu'on voit en jaune, le gaz naturel, à du biogaz et puis soit de l'hydrogène, soit du gaz de synthèse. L'avantage du gaz de synthèse, c'est qu'on peut directement l'utiliser tel quel dans les réseaux existants, tandis que l'hydrogène, ça nécessite pas mal d'investissements à faire dans les réseaux, dans les stations de compression, dans les équipements pour que ce soit compatible avec l'hydrogène. Donc là, il faudra voir, ça c'est encore une grande discussion qui est débattue aujourd'hui, en tout cas dans le domaine gazier. Quelle est la meilleure des filières? Est-ce que c'est la filière avec du gaz synthétique en utilisant en même temps du biogaz ou c'est la filière hydrogène? Alors, quelle est l'évolution actuelle de la part de biométhane dans le mix suisse? Donc, on voit aujourd'hui la production du biogaz au niveau suisse qui est injecté directement dans le réseau en Suisse. Là, je ne parle pas des volumes qui est directement électrifié, donc produit transformé en électricité. Et puis, ça, c'est la partie qui est pour l'instant importée au niveau du biogaz qu'on achète sur le marché européen avec des certificats et qui est importé en Suisse. Donc, aujourd'hui, on se trouve avec un volume d'environ 7,7% de production, je dirais, de gaz vert dans le mix suisse. Et ce taux est appelé naturellement à évoluer aussi fortement, surtout maintenant aussi avec l'aide du développement des conditions cadres et puis avec le soutien de la Confédération. Alors, le power to gas, à notre avis, va jouer aussi un rôle très important à l'avenir. Pourquoi? Ici, on a un scénario qui a été développé par l'EMPA en 2050. On voit une situation qui pourrait survenir. Donc, on a d'un côté la production d'électricité essentiellement hydraulique, sans le nucléaire. Donc, c'est la partie que vous voyez en verte. Ensuite, on va voir un développement très important du solaire photovoltaïque. Donc, ici, on a pris dans le scénario à peu près de 50% de tous les toits suisses sont équipés de panneaux photovoltaïques. Donc, on voit une énorme production en été. Et puis, toujours un manque en hiver si on tient compte des besoins actuels au niveau électricité. Donc, un excès d'énergie en été qu'on ne pourra plus refouler sur le réseau et il faudra faire quelque chose avec si on veut réduire les importations en hiver. Et il est clair que s'il y a encore un plus fort développement au niveau de l'électrification avec les pompes à chaleur et puis avec la mobilité électrique, c'est clair, la demande sera probablement encore passablement plus grande qu'elle n'est aujourd'hui. Donc, notre idée, c'est d'utiliser une partie de cette énergie excédentaire en été pour pouvoir la stocker sous forme de molécules, donc à travers le système Power to Gas, et puis de l'utiliser en hiver, notamment soit dans des installations de cogénération ou dans d'autres applications, notamment encore de chauffage pour soutenir aussi le chauffage en hiver. Voilà donc pourquoi c'est important de développer des solutions et le Power to Gas est une des solutions à laquelle nous réfléchissons. Alors, quel est le potentiel que nous avons au niveau du biogaz en Suisse? Là, vous voyez une représentation qui montre les différentes solutions en utilisant les bouts d'épuration des steppes, en utilisant les déchets verts ménagers, les déchets organiques issus de l'industrie du commerce, les sous-produits agricoles
et les engrais de ferme, notamment aussi le lisier. Donc là, on voit qu'au niveau du lisier, on a quand même un très fort potentiel d'environ jusqu'à théoriquement à 13 TWh, mais en tout cas d'environ de l'ordre de grandeur de 7 TWh. Si on regarde du côté du potentiel power to gas, ça c'est une estimation qui a été faite dans le cadre d'une étude du PSI. On a un potentiel estimé global de l'ordre de grandeur de 28 TWh. Donc là, on n'est pas loin non plus du gaz naturel utilisé aujourd'hui, puisque ça varie entre, ça dépend si c'est des hivers froids ou pas, entre 33 et 40 TWh. Avec la nécessité, en tout cas, d'équiper la Suisse d'un stockage saisonnier de 2 TWh. C'est pour ça que nous avons aussi un projet de stockage de gaz, je vous en parlerai après, avec une estimation de production d'hydrogène de 13 TWh et de gaz de synthèse de 10 TWh. Et on pourrait encore utiliser une partie pour la production de carburant synthétique de l'ordre de grandeur de 1,5 TWh. Donc voilà l'estimation qui était faite à l'époque dans cette étude du PSI. Alors si je résume au global, on pourrait avoir un potentiel utilisable au niveau de la biomasse de 13 TWh et du côté du power to gas d'environ 23 TWh. Donc, on arrive pratiquement dans les volumes utilisés aujourd'hui au niveau de l'infrastructure gazière. Donc, voilà, le potentiel, il serait plus ou moins là. Il y a encore des technologies à développer, c'est clair, des choses à optimiser, de la réduction de coûts à faire, parce que naturellement, ces nouvelles technologies ont aussi leurs coûts. Le biogaz, aujourd'hui, on considère que c'est à peu près le double, en tout cas le double du prix du gaz naturel actuellement qu'on achète sur le marché. Et puis, si on part dans les gaz synthétiques, on parle de nouveau d'un facteur 2, donc au total d'un facteur 4 par rapport au prix du gaz naturel aujourd'hui sur le marché. Mais ces prix, comme vous avez vu avec les crises énergétiques, il est aussi appelé à évoluer. Donc, à un moment donné, peut-être ça sera aussi utile pour la stabilité des prix de développer ces gaz renouvelables. Excusez-moi. Ce qui est intéressant aussi, je pense que ça a été lu aussi avec attention à l'OFEN, c'est le rapport de l'Agence internationale de l'énergie sur la Suisse qui a été publié récemment, donc pour 2023, où il parlait dedans aussi comme recommandation de développer une stratégie 2050 qui est basée aussi sur l'hydrogène et les gaz renouvelables alignés sur les pays limitrophes. Donc, c'est aussi un appel un peu du pied de l'Union européenne, que la Suisse s'adapte aussi avec les stratégies européennes. Alors, quelle est pour nous l'importance de la recherche énergétique, notamment avec les PFL? Je dirais que c'est très important. Je vais vous montrer après pourquoi c'est très important. Ça, c'était encore la signature des deux chaires qu'a mentionné Mathias Goman en 2014, à l'époque où on a lancé les différentes relations avec les PFL. Alors, notre stratégie du côté de GazNat, c'est de décarboner progressivement le gaz naturel d'ici 2050. C'était l'objectif qui nous a été aussi fixé par notre conseil d'administration. Donc, comment y arriver? D'abord, nous aurons toujours, c'est clair, un certain nombre d'années, le gaz naturel fossile. Alors, l'idée, c'est dans les utilisations, c'est de capter le CO2. C'est pour ça que nous comptons beaucoup sur les PFL aussi de développer des systèmes de captage de CO2 qu'on pourrait soit séquestrer, soit réutiliser, puis développer progressivement pour boucler la boucle, comme on dit, les gaz renouvelables, que ce soit à partir de la biomasse ou du power to gas. Donc, notre contribution à ce défi, c'est d'un côté d'encourager la recherche, notamment les PFL, c'est de développer l'infrastructure de notre côté, avec des projets notamment de stockage en Suisse, et de diversifier nos sources d'approvisionnement, parce qu'à terme, si on veut tout décarboner, probablement on devra encore passer par l'importation, mais comme il y a des forts potentiels aussi de biomasse dans les pays limitrophes, notamment de la Suisse, je pense à la France, je pense à l'Allemagne, même à l'Italie, je pense que ça sera important aussi, et puis ça c'est aussi un appel du pied de ma part au niveau de la Confédération, c'est qu'on puisse importer aussi des gaz renouvelables sans être taxé au niveau du CO2 nécessairement. Alors voilà les activités de recherche qu'on a développées avec les PFL. D'abord, à partir de 2010, on avait aussi financé une chaire de géo-ingénierie avec le professeur Lalouis. C'était en fait notre société Petrosfibri qui avait financé cette partie-là.
et puis GasNat, les deux chaires qui étaient mentionnées par Mathias Guemann, de géoénergie et de séparation avancée. Avec ces chaires, on a lancé aussi les idées d'appel à projet à l'EPFL, de tous les laboratoires de l'EPFL. Donc, je crois qu'il y a plus de 60 laboratoires qui s'occupent de l'énergie, si je ne me trompe pas, à l'EPFL, ou même plus encore aujourd'hui. En tout cas, ça a donné une certaine émulation. Et puis, on a défini différentes thématiques pour développer ces projets avec les laboratoires, que ce soit dans le domaine justement de la conversion, de la capture du CO2, de la séquestration du CO2, l'efficience énergétique, de la production d'énergie ou de l'infrastructure énergétique. Alors, à l'interne de l'entreprise, on a aussi développé, suite à ces activités avec l'EPFL, un projet, ce qu'on appelle Green Gas, dont l'objectif était de maximiser le potentiel local en énergie renouvelable pour alimenter notre site de surveillance à Aigle. C'est là qu'on a toutes les installations techniques de la société. De garantir également la sécurité d'approvisionnement de ce site, comme on a une infrastructure critique au sens de la Confédération, puisqu'on s'occupe de la maintenance et de la gestion de toute l'infrastructure de la Suisse occidentale. C'est à peu près 600 km de gazoduc à haute pression qu'on gère. Donc, on doit aussi assurer la sécurité d'approvisionnement énergétique de ce site et puis de tester justement les nouvelles technologies en collaboration avec les PFL. C'était nos objectifs qu'on s'était fixés dans le cadre de ce projet Green Gas. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons développé à Aigle, je vais vous montrer après un court film, ce qu'on appelle l'Innovation Lab, sur lequel on teste justement ces différents équipements développés notamment à l'EPFL. D'abord, on a installé un nouveau couplage chaleur-force qui est naturellement alimenté par du gaz naturel, mais dont on capte avec des nouvelles membranes, notamment développées à l'EPFL, le CO2. Ce CO2, on le stocke. On peut aussi alimenter le stockage à partir d'autres sources de stockage de l'extérieur. Donc, on stocke ce CO2 sur le site. Et ensuite, on a équipé tous nos bâtiments à Aigle de panneaux photovoltaïques. Donc, on a environ 500 kW de panneaux photovoltaïques qui sont sur les toits à Aigle. On produit de l'électricité renouvelable. Avec un électrolyseur d'environ 450 kW, on produit l'hydrogène. Et ensuite, on mixe le tout, si on peut dire ainsi, entre l'hydrogène et le CO2 dans le réacteur de méthanation qui est développé à l'EPFL, qui produit le gaz de synthèse qui est injecté dans le réseau. Voilà, donc ça, c'est notre concept qu'on a développé sur le site. Mais l'Innovation Lab va aussi plus loin, puisqu'il est prévu aussi de tester d'autres choses sur le site, puisqu'on a différents réseaux à disposition, que ce soit le réseau électrique, le réseau de gaz, le réseau de CO2, le réseau d'hydrogène, etc., ou de chaleur à distance, parce qu'on utilise naturellement les pertes de chaleur, notamment de tous les équipements, y compris naturellement la chaleur produite par le couplage chaleur-force, pour alimenter aussi tout le site. On a complètement démonté les anciennes chaudières décentralisées, et on a fait un micro-réseau de chauffage à distance sur le site qui permet de raccorder tous ces équipements et d'utiliser aussi les pertes. Voilà, alors je vais vite montrer une courte vidéo de notre installation.
Alors, pour finir, je voulais vous dire encore, pour cette installation Power2Gas, pour nous, c'était important de développer aussi un concept de stockage, parce que si on veut décaler des volumes d'énergie, des excédents qu'on récupère en été, en hiver, ben, il nous faut des stockages saisonniers. Et en Suisse, on n'a malheureusement pas de stockage de gaz saisonnier. Pour l'instant, on est raccordé à des stockages de gaz à l'étranger, notamment du côté de la France, pour la Suisse romande. Et on a développé un concept de développer un stockage en cavité rocheuse en Suisse. Donc là, vous voyez notre réseau de gazoducs à haute pression de la Suisse romande. Là, vous avez le grand gazoduc de transit gaz qui traverse la Suisse. Et on est raccordé avec le réseau de GazNat à 2 points sur transit gaz et puis à 3 points du côté de Genève. Et là, on a un gazoduc de transport qui va jusqu'à Étré en France. C'est là qu'on a nos capacités de stockage qui sont à disposition. Et puis là, on est en train de tester aussi d'ailleurs avec Engie un projet d'une cavité pilote saline pour stocker de l'hydrogène. Et puis de l'autre côté, donc ça c'est le gros projet que nous avons dans le Haut-Valais, c'est d'installer un stockage de gaz par cavité rocheuse avec un liner en acier qui permet d'avoir l'étanchéité et qui nous permettrait de comprimer du gaz à l'intérieur. Donc l'idée, c'est de comprimer jusqu'à environ 1,5 TWh de gaz. Donc là, vous voyez l'image d'une de ces cavités. L'idée, c'est de construire jusqu'à environ 4 cavités, ce qui nous donnerait une capacité d'environ de l'accumulation de la grande dixence, donc ce qui est quand même pas négligeable en termes d'énergie. Donc, on aurait 4 cavités cylindriques de 121 000 mètres de volume géométrique par cavité. Et l'idée, c'est de stocker donc du gaz. Au début, ce sera du gaz naturel. À terme, l'idée, c'est de développer aussi ces cavités pour pouvoir stocker donc éventuellement de l'hydrogène. Donc, voilà un petit peu notre projet que nous avons pour le Haut-Valais, qui est en discussion actuellement et qui sera aussi d'ailleurs présenté avec l'étude technico-commerciale prochainement à l'Office fédéral de l'énergie. Voilà, alors pour terminer, je viendrai à quelques réflexions finales par rapport à mon expérience maintenant d'activité dans le domaine de l'énergie et surtout aussi du gaz, mais également suite à la crise énergétique que nous avons vécue. Alors, je dirais, point de vue stratégie énergétique 2050 de la Suisse, je dirais que la molécule a aussi un rôle à jouer et doit faire en principe partie de la solution. Parce que d'un côté, nous avons quand même des solutions aussi efficaces grâce au gaz, que ce soit à travers les chaudières à condensation qu'on peut très bien alimenter aussi avec, par exemple, du biogaz, les pompes à chaleur à gaz qui existent aussi naturellement sur le marché, de la microcongélation ou à plus long terme aussi avec le développement éventuel des piles à combustible. Et puis naturellement aussi une certaine mobilité au gaz, surtout dans le domaine des poids lourds, donc où le gaz naturel, surtout le biogaz, fait tout un sens, y compris le gaz liquéfié pour les plus longues distances. Ensuite, naturellement, comme je vous ai parlé du développement des gaz renouvelables, qui peut apporter une solution aussi au niveau du développement global des énergies renouvelables en Suisse. Et dernièrement, donc au niveau de la production électrique, surtout si l'objectif est de sortir du nucléaire, donc il faudra notamment soutenir la production électrique en hiver en Suisse. Et là, on voit en tout cas un certain rôle. Bon, d'abord, il y a les centrales à cycle combiné, puisqu'il y a un appel d'offres qui est fait actuellement pour des centrales de réserve de pointe au niveau suisse, mais dans le futur aussi de développer éventuellement le secteur des piles à combustible ou des couplages chaleur-force qui peuvent apporter une solution aussi pour soutenir la production électrique en hiver. Et puis, quelques réflexions maintenant finales sur la transition et la mutation énergétique qu'on est en train de vivre. C'est clair qu'en tant que spécialiste exploitant un réseau d'énergie et de l'approvisionnement en énergie, pour nous, il y a toujours 3 éléments importants pour une transition réussie. Elle doit être basée sur ce qu'on appelle le trilemme dans notre domaine. C'est d'un côté la sécurité d'approvisionnement, c'était la grande actualité ces dernières années. L'équité et l'accessibilité énergétique aussi, que ce soit un coût raisonnable aussi pour le citoyen, pour le futur, et naturellement la durabilité dans le cadre de l'objectif net zéro. Alors, quelles sont les quelques leçons que je tirerai maintenant de mon expérience aussi personnelle dans le domaine? C'est de, premièrement, ne pas réduire l'offre d'énergie avant d'avoir mis en place de nouvelles sources de production. Ça, c'est important, notamment pour la stabilité des réseaux. De simplifier et d'accélérer les procédures
pour la mise en place des infrastructures énergétiques nécessaires. C'est clair, c'est quelque chose qu'on se bat tous les jours avec les procédures administratives. Si on peut les simplifier, les accélérer, ça aiderait beaucoup. D'éviter les interdits technologiques, parce que j'ai constaté aussi dans ma vie, mon activité professionnelle, personnelle, que souvent on va dans un mur si on fait des interdits technologiques, parce que souvent il y a des technologies et puis il y a des évolutions. Donc, ne pas rentrer dans la tentation des interdits technologiques, de planifier une production indigène suffisante qui est composée non seulement d'énergie intermittente, mais aussi d'énergie pilotable. Ça, c'est absolument nécessaire pour pouvoir stabiliser les réseaux et puis assurer la sécurité d'approvisionnement. D'augmenter le stockage saisonnier d'énergie. Comme vous avez vu, on aura besoin de plus en plus de stockage, notamment pour l'hiver. Donc là, il faut qu'on développe aussi nos différents stockages que nous avons à disposition en Suisse, notamment aussi au niveau hydraulique, mais éventuellement aussi sous forme de molécules pour le futur, et de promouvoir le couplage de secteurs, parce qu'en utilisant au mieux les infrastructures existantes, que ce soit électriques, que ce soit de gaz ou d'autres, si on arrive à les combiner et puis utiliser le mieux de chaque type d'infrastructure, ça aidera beaucoup aussi à réussir cette transition énergétique. Voilà, j'en aurais terminé. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et puis, c'est avec plaisir que je vais participer à la table ronde, enfin à la chaise ronde, on peut dire presque. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Botz. Vous apportez une réponse à une question, vous apportez au fond un pilier de la solution. On parle beaucoup des manquements des énergies renouvelables, de la question du stockage saisonnier. Et là, vous apportez des solutions essentielles à ce qui seront les manières pour la Suisse de sortir des énergies fossiles. Vous nous dites qu'il y a un potentiel qui permet de remplacer au fond 100% du gaz fossile aujourd'hui utilisé, que le potentiel est là. Vous montrez des pistes pour savoir aussi comment l'exploiter. Je me réjouis de pouvoir en débattre. Vous disiez la molécule fait partie de la solution. C'est vrai que la molécule, le CH4, le méthane, comme toutes les autres chaînes d'hydrocarbures, sont aujourd'hui le problème qu'on essaye d'éliminer. Il fait aussi partie de la solution. Tout dépend de la manière dont il est fabriqué et peut-être plus extrait de ce stock d'hydrocarbures. Donc, on va débattre de cette manière-là, peut-être en se focalisant sur le power to gas, qui est cette manière donc de stocker au fond de l'énergie électrique sous forme de méthane, de gaz ou d'autres liquides. Alors, M. Botz, je vous propose de vous installer sur le panel, prendre place. On a le plaisir aussi ce soir de recevoir Marie-Jeanne Burer, qui est experte chez InnoSuisse. Bonsoir, vous pouvez vous installer aussi. Vous avez un doctorat en économie, un doctorat en philosophie, vous avez étudié à Saint-Gall, vous avez travaillé aussi dans le domaine de l'ingénierie, sciences politiques, vous avez une très longue expérience de la transition énergétique, notamment dans des organes internationaux, comme le Programme des Nations Unies pour l'environnement, le GIEC. Enfin, vous avez une vision très globale, big picture, de ce dont on va parler peut-être un peu plus précisément pour la Suisse. On accueille aussi David Moreau. Bonsoir. Vous êtes directeur de Negawatt. Donc vous, c'est plutôt l'électricité et l'énergie que l'on ne consomme pas, qui pour vous fait partie aussi intégrante de la solution que vous appelez de vos voeux. Vous êtes aussi ingénieur EPFL, sciences et ingénierie de l'environnement. Et puis on accueille enfin Karl Khalil. Vous êtes, vous, le fondateur, coordinateur du Carbon Team de l'EPFL. Donc, c'est ces groupes d'étudiants qui travaillent de manière un peu transversale à la recherche de solutions en termes de décarbonation. Vous êtes spécialiste technique à la chaire GazNat des procédés de séparation avancés et vous allez devenir CEO d'une spin-off de ce groupe, d'IVA, je crois, s'appellera l'entreprise. Félicitations, qui donc proposera bientôt des solutions à base de graphène pour extraire cette fameuse activité de capture du carbone dans l'air ou alors dans des concentrations plus élevées. Merci à vous toutes et tous de participer à cette table ronde. On aura l'occasion de prendre vos questions après une petite demi-heure de discussion. En attendant, peut-être d'abord vous, René Botz, vous êtes en train de nous dire que la transition énergétique, la neutralité carbone, c'est possible pour GazNat et avec pas qu'une partie, c'est-à-dire vos propres processus, mais c'est tous les scopes 1, 2 et 3, c'est-à-dire que même vos clients, en brûlant vos produits, il n'y aura pas d'émissions
net de CO2. Ça, c'est un virage exceptionnel que vous préparez. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Pourquoi vous allez dans cette direction alors que voilà, GazNat, historiquement, c'est plutôt le gaz fossile, la distribution du gaz fossile et l'entretien, le développement d'un réseau de distribution? Merci. Alors, c'est clair, nous avons eu du côté GazNat un développement, je dirais, vraiment important ces derniers temps parce qu'à l'époque, bon, comme vous le saviez, il y avait le gaz de ville qui était produit à partir de, soit de pétrole, soit de charbon. Donc, GazNat a été créé lorsqu'on a passé du gaz de ville au gaz naturel. Donc, on avait découvert les premiers grands champs gaziers au niveau européen, notamment en Hollande et puis dans la mer du Nord. C'est pour ça qu'on a développé toute l'infrastructure de transport par gaz naturel, parce qu'à l'époque, le gaz de ville était produit localement dans les villes et puis juste distribué localement. Et puis maintenant, ben, on s'est dit, avec l'évolution de la situation, aussi avec les défis climatiques, ben, notre modèle d'affaires va complètement changer et il faut absolument qu'on trouve des solutions aussi pour décarboner tout en utilisant cette infrastructure gazière existante qui a quand même une grande valeur, puisqu'on peut l'utiliser aussi pour des gaz renouvelables. C'est là qu'on s'est dit, il faut maintenant qu'on développe des solutions pour l'avenir. C'est pour ça qu'on s'est mis aussi en contact avec les PFL pour voir un petit peu qu'est-ce qui était possible de faire dans le domaine de la capture du CO2, dans le domaine du développement des gaz renouvelables. Et c'est là qu'on a commencé à développer différentes idées de solutions, de filières pour progressivement développer ces gaz renouvelables et puis de les injecter dans le réseau ou de les utiliser aussi localement en partie. Donc voilà, c'était un défi qu'on a discuté aussi au sein de l'entreprise. Notre conseil d'administration nous a fixé aussi cet objectif-là. Donc maintenant, on a un grand défi, maintenant qu'il faut réussir d'ici 2050 pour transformer notre modèle d'affaires finalement en passant du gaz naturel progressivement au gaz renouvelable. Les modèles d'affaires, ça vous connaît, Marie-Jean Burer, ce virage stratégique fondamental, au fond, qu'effectue cette entreprise, GazNat, aujourd'hui. Comment vous l'envisagez? Comment vous l'évaluez? Est-ce que vous m'entendez comme ça? Normalement, ouais. Vous avez un micro. Ça marche? Oui, j'ai un micro, OK. Donc, j'ai travaillé pendant 25 ans sur le thème de changement climatique. D'abord, je dis ça parce que ça explique pourquoi je vais dire le reste des choses. J'ai vu plusieurs COP conferences. J'étais là, le COP 4 à Buenos Aires. Donc, et puis on avait à ce moment, c'était après Kyoto, on avait le sentiment qu'on peut régler ce problème de changement climatique avec des négociations internationales, avec voilà, de permis d'émission, emissions trading, plein de choses. Donc, on avait espéré une solution qui peut changer le monde. Et voilà, donc moi aussi, j'étais un jeune aux Nations Unies, j'ai commencé comme stagiaire et après, en fait, j'étais ici à l'EPFL en tant que mechanical engineering. En fait, j'ai commencé un doctorat ici en ingénierie mécanique avec le professeur Favra, si quelqu'un connaît le professeur Favra. Et j'ai quitté tout ça j'ai travaillé sur Heat Pump Network Optimization, mais j'ai quitté tout ça pour aller aux Nations Unies, pour travailler parce que j'étais passionnée par tout ce qui est changement climatique et je me suis dit, c'est pas par la technologie parce que ça va prendre tellement, au moins pour moi, c'était pas mon vision des choses, c'était pas pour moi. Je me suis dit, il faut vraiment faire quelque chose sur le niveau politique. Voilà, c'est ça que j'ai fait, mais à la fin, j'ai quitté tout ça et j'ai revenu à l'académie d'années plus tard, et puis j'ai travaillé en transition énergétique, j'ai passé par les BFL, j'ai fait du travail sur le nouveau modèle d'affaires, parce que c'est clair, ce n'est pas que les technologies toutes seules, mais c'est aussi le nouveau modèle d'affaires, mais après c'est tout lié, c'est aussi la régulation qui doit pousser de nouveaux modèles d'affaires, qui ne doit pas bloquer, en tout cas, ne doit pas bloquer de nouveaux modèles d'affaires, qui ne doit pas... Bon, c'est toute une chose, mais finalement, pour répondre à la question, je suis contente de voir ce qui se passe, mais c'est juste, en fait, quelque part naturel, parce que c'est l'évolution des choses. Maintenant, on est dans une situation très grave. Trop d'années à passer, il n'y avait pas vraiment une solution avec le protocole de Paris, à Paris. Maintenant, ça, c'était même politique, le 1.5 degrés ici.
même les scientifiques, parce que j'ai aussi travaillé à la GIEC, je connais tout ça parce que j'étais là pendant des années. Ce qu'on a, en fait, je demande à vous ici, est-ce que vous pensez, vous pouvez raise the hand, est-ce que vous pensez qu'on va attirer, on va arriver à avoir notre target de 1.5 degrés si, ou pas? Qui y croit? Qui croit? Je fais un truc participatif, sinon c'est pas intéressant. Ah, c'est gentil. Oh, ouais, ben, tu vas expliquer pourquoi après. C'est ça. OK, je vois que vous n'êtes pas... Oui, moi aussi, je pense pas, parce que déjà, le 1.5, c'était politique. Même les scientifiques savaient qu'on ne pouvait pas, on n'était pas en route pour ça. Et maintenant, on n'est pas en route. Ça, c'est un problème de communication aussi, parce que maintenant, même les ONG sont tous dedans. Moi aussi, j'ai travaillé pour plein d'ONG. Hein. J'ai travaillé pour NRDC, le Natural Resource Defense Council, Ceres, AITA. Bon, AITA, c'est pour les entreprises, mais bon. Voilà, donc, on est là avec cette communication d'une target qui est pas, c'est juste pas possible d'arriver à 1.5 degrés C. On va dans une direction de 2 degrés ou 2.5 degrés ou même 3. Donc, ça va dire quoi maintenant? On doit adapter, mais on doit aussi faire quelque chose. Ce n'est pas qu'on doit rien faire. On doit faire ce que vous faites, mais on doit aussi savoir et être honnête sur le fait qu'on va dans cette direction. Le monde doit tout changer. Tout doit changer. Vraiment, everything, tout doit changer. Même le debt financing de ce qui se passe pour le financing de pays en voie de développement. Il y a des pays qui ne vont plus trouver de debt financing. Ils vont être juste trop risqués. L'économie est trop risquée. Personne ne va donner de debt financing. Donc, on est dans une situation très grave. Donc, pour moi, c'est naturel qu'on fait quelque chose. Et puis, je suis vraiment contente de voir que quelqu'un investit en Power-to-X, que quelqu'un investit avec toutes les forces de l'EPFL, etc., pour trouver des solutions pour synthetic fuels. Parce que c'est la seule solution, quelque part. Ce n'est pas la seule solution, je ne veux pas dire ça, mais c'est une des solutions. Et puis, c'est clair, continuer à trouver du pétrole, de continuer avec fossil fuels, pas fossil fuels, je dis pétrole, etc. Ce n'est pas la solution. On doit changer, comme vous avez dit, on doit changer nos voitures, mais pas seulement électriques. Donc, c'est c'est grave notre situation, mais c'est clair que investir maintenant sur une façon d'avoir stockage de hydrogène et de gérer ce problème de l'hiver. Et voilà, donc c'est clair qu'on doit aller dans cette direction. Donc, la question, c'est comment. Moi, je préfère en fait une sorte de discussion sur le niveau cantonal ou communal même, je ne sais pas, local. J'aime bien les situations où tout le monde peut participer. Et même la public peut être dedans quelque part, ou je ne sais pas, localement, on peut gérer notre énergie presque nous-mêmes. Je suis un peu dans ça, moi-même. Tout doit changer, vous avez raison, Marie-Jeanne Burer, y compris les rapports qu'on a peut-être chacune à l'électricité, à l'énergie, à son rapport à ce confort ou à cette facilité. En tout cas, il ne faut pas continuer à emporter l'énergie d'ailleurs, parce que maintenant, tout le monde va gérer leur propre source d'énergie. C'est normal, parce qu'on va dans une situation assez grave. Donc voilà. Tout doit changer. Une partie de la solution, évidemment, c'est la production, produire plus. On a vu l'électrification, ça va devenir, l'électrification directe va devenir un pilier. Le stockage va être un problème, mais qui trouve ses solutions. Et on en a eu un beau panorama avec la présentation de M. Botz. Pour vous, David Moreau, c'est aussi un autre pilier qui fait partie de la solution. C'est un peu l'énergie qu'on ne consomme pas, c'est de l'efficacité, peut-être le changement de comportement. Oui, c'est ça. Alors, l'énergie que l'on ne consomme pas, on ne peut pas la consommer grâce à l'efficacité, mais aussi grâce à la sobriété. Donc, c'est une évolution des modes de vie. C'est pas seulement les éco-gestes, c'est beaucoup plus large que ça. C'est une évolution des modes de vie qui sont encadrés derrière par des stratégies communales ou cantonales. Donc, Negawatt travaille à justement accompagner les collectivités publiques sur le développement de stratégies et de mise en œuvre de stratégies aussi de sobriété, avec différentes mesures qui permettent derrière de baisser la demande énergétique et aussi de faire évoluer nos imaginaires où on a dans notre tête qu'une grosse voiture, une grosse maison, c'est une marque de réussite. Et travailler sur ces imaginaires permet justement d'aller vers une baisse de la consommation d'énergie. Maintenant, quand je vois justement le travail de gaz naturel par rapport à ça,
c'est en fait tout à fait compatible. Déjà, c'est tout à fait bienvenu et naturel, en fait, peut-être cette évolution, mais aussi tout à fait compatible, car d'un côté, GazNat table sur une hausse un surplus de la consommation d'électricité en été pour réussir justement à produire par le power to gas de l'hydrogène qu'on pourra stocker en hiver. Mais pour avoir ce surplus de la production en été, c'est nécessaire, à mon avis, d'avoir de la sobriété, parce que d'un côté, on aura une augmentation de la demande électrique par l'électrification du parc automobile, mais aussi par les pompes à chaleur en hiver, qui vont demander une grosse demande électrique. Et donc, la sobriété est nécessaire pour baisser la demande en général, de façon à avoir ce surplus en été qu'on pourra derrière utiliser en hiver. Donc, sobriété et production de biogaz et de gaz naturel et d'hydrogène est en fait tout à fait compatible avec évidemment derrière d'autres limites, mais je pense qu'on en reviendra aussi après là-dessus. Oui, sur certains usages aussi, effectivement, pour vous, vous n'êtes pas technophobe, ça s'entend. Vous voyez aussi les choses de manière globale. Ce gaz de synthèse fabriqué à partir d'énergie renouvelable, dans quels usages il vous paraît les plus impérieux? Au fond, dans quel secteur il serait vraiment le plus indispensable? Alors, pour tout ce qui est biogaz, j'ai l'impression que c'est vraiment soit dans le chauffage direct, donc avec des chaudières dans les maisons, puis comme ça, on peut déjà utiliser les infrastructures existantes qui sont au gaz naturel pour le faire passer au biogaz. Et après, on a tout ce qui est production d'électricité. Donc là, il faut vraiment raisonner, je pense, au niveau européen, où l'électricité on a des pics de demande électrique qui arrivent. Et l'avantage du biogaz et aujourd'hui du gaz naturel, c'est par exemple de pouvoir être produit, que cette électricité soit produite à partir de ce gaz en Allemagne et de répondre directement aux demandes électriques. Donc là, il y a aussi un gros avantage, à mon avis, un gros poste de consommation de gaz qui peut être utilisé d'une façon tout à fait intelligente. René Baud, sur les usages, quel marché, au fond, vous voyez aujourd'hui pour ces 23 TWh peut-être à terme, non, pardon, 36 TWh, quel secteur serait les plus adaptés, au fond, on aurait le plus besoin? Alors, concernant les gaz renouvelables, moi, je vois vraiment deux secteurs on peut soutenir. D'abord, on a besoin de décarboner l'industrie. Et puis, pour l'industrie, il faut des vecteurs d'énergie qui permettent de travailler aussi à haute température. Le gaz naturel a l'avantage de pouvoir fournir justement de l'énergie à haute température. Et puis là, je dirais, avec les gaz renouvelables ou l'hydrogène, on peut obtenir ces hautes températures. Donc là, il y a directement une utilité de continuer à utiliser le gaz. Ensuite, naturellement, on peut aussi utiliser, comme l'a dit monsieur, le biogaz directement dans les chaudières existantes ou les chaudières à condensation. Donc là, on a directement aussi un gain par rapport aux émissions si on peut utiliser le biogaz à la place du gaz naturel. Dans la mobilité, surtout la mobilité légère, là, je vois effectivement plutôt l'avantage au niveau de l'électricité, puisque là, on arrive à des rendements supérieurs qu'avec des moteurs thermiques. Par contre, là où il y a encore un rôle à jouer, je pense le gaz, c'est dans le domaine du transport lourd, notamment des poids lourds, surtout en utilisant du bio-EGNL, puisqu'avec le bio-EGNL, on arrive à une densité énergétique très élevée, ce qui permet de faire de longues distances pour les camions. Donc là, il y a un élément aussi qu'on peut utiliser pour décarboner en partie, je dirais, la mobilité. Le power to gas, Karl Khalil, vous êtes en plein dedans, c'est votre activité quotidienne. Moi, voilà, on part de cette base hydrogène et puis voilà, on y ajoute du carbone, ce qui permet de rendre cet hydrogène transportable, manipulable, utilisable dans des infrastructures existantes. Vous, quel regard vous avez par rapport à la connaissance qu'a le public, qu'ont les gens de cette technologie? Parce qu'au fond, elle est assez peu connue. On a l'impression que c'est même presque de la magie de considérer qu'on peut transformer du courant en gaz. Effectivement, c'est peut-être pas encore très connu dans le public, mais ça arrive de plus en plus. Là, surtout, c'est un peu la tendance actuelle où tout le monde parle de ces sujets et promouvoit ces sujets. Et puis quand on parle... et je pense surtout ça a aidé le manque d'énergie, genre avec la crise énergétique cet hiver. Et puis, ça a aidé de voir, OK, c'est quoi la solution à cette crise, comment y aller. Et en même temps, voir avec la durabilité comment on peut réconcilier une crise énergétique qu'on a en grande et en même temps les objectifs net zéro. Et puis, je pense de plus en plus, le public, c'est là où il se renseigne, où il voit les solutions qui existent, il voit c'est quoi qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et puis, le biogaz ou le gaz de synthèse, qui est un des piliers de cette transition énergétique, va toujours apparaître et voir comment ça peut aider vers ça. Meredine Burer, vous disiez il y a 25 ans, voilà, on savait déjà les choses qu'il fallait faire. En même temps, en 25 ans, il y a quand même des choses qui ont changé.
prix du courant d'origine photovoltaïque ou éolienne a été divisé par 20, peut-être même 30. Les technologies de capture n'existaient pas. Aujourd'hui, elles sont là. On voit même les marchés qui s'enthousiasment. On voit des entreprises comme Gaznat qui vont sans incitation spéciale de la part des gouvernements, mais simplement parce que voilà, la politique, peut-être que les données scientifiques aussi sur le réchauffement climatique sont devenues indéniables, et aussi qu'une technologie, des technologies existent. Vous n'êtes pas plus optimiste aujourd'hui? Vous pensez vraiment que ce qui est en train de se mettre en marche ne va pas peut-être aller plus vite que ce qu'on pense? Oui, c'est vrai. Oui, je pense que la technologie a tellement changé. Le prix de photovoltaïque, par exemple, c'est un bon exemple. Et puis, on voit aussi avec l'électrolysis qu'il y a un changement de prix. Donc, ça donne l'espoir. C'est pour ça que j'ai l'espoir. J'étais un peu choquant peut-être quand j'ai parlé, mais j'étais tellement contente de voir votre présentation, de voir comment les choses s'évoluent. Et puis, j'aimerais bien le voir plus vite. C'est normal, mais plus vite. On aurait dû faire ça peut-être avant, mais voilà, donc je suis contente de voir que ça évolue. Et puis, avec la technologie, il y a Attends, je sais pas. Il y a un changement. Et c'est sûr que quand les coûts sont moins chers partout dans le monde, on peut imaginer ça. Maintenant, peut-être c'est des électrolyseurs qui viennent de la Chine, ou voilà, ça fait que c'est peut-être moins cher avec des électrolyseurs qui viennent de la Chine. Mais à la fin, peut-être on fait ça ici aussi. Donc voilà, ça, il faut gérer, mais ça fait que c'est faisable. C'est pas faisable partout, mais on peut commencer à investir et puis voir ça comme une option. En tout cas, il faudra beaucoup d'électrolyseurs, beaucoup de capacité de production d'électrolyseurs, et ça va être un des défis aussi d'avoir ces échelles, ces volumes au fond de production. David Moreau, oui, tout à l'heure, peut-être juste, Monsieur Moreau, vous souhaitiez réagir? Oui, je voulais réagir à toutes ces technologies qui viennent et qui posent aussi des questions en termes de matières premières. Donc, on peut installer autant de panneaux solaires qu'on veut ici, mais ça veut dire que c'est tous les matières premières qu'on n'aura pas pour d'autres panneaux solaires ailleurs dans le monde. Une des premières slides de M. Baud, c'était justement de montrer qu'en 2050, il y a encore 40% du monde qui est non renouvelable en termes d'énergie. Est-ce que ces panneaux solaires, on ne devrait pas les utiliser pour justement approvisionner cette énergie dans le futur, dans d'autres populations, d'autres milieux dans le monde, plutôt que les garder chez nous pour produire chez nous ce gaz neutre en CO2? Donc, il y a ces questions-là qui viennent. Après, en termes de CO2, il y a aussi la question des régimes alimentaires qui vont évoluer. On est censé devenir beaucoup, beaucoup moins carnivore. Ici, on voyait que pour la fabrication de biogaz, il y avait besoin de beaucoup de lisier. Donc là, forcément, il va y avoir un petit bug en termes de matières premières pour la production de biogaz. Donc, on arrive à nouveau un peu sur un déficit, des questions de matières premières et comment on fait. Il y a la même chose avec la pyrolyse du bois pour produire le biogaz, où le bois, c'est mieux d'utiliser ce bois de qualité pour des constructions en bois plutôt que des constructions en ciment. Donc, il faut aussi voir un peu l'ensemble de tous ces systèmes pour utiliser au mieux ces matières premières à gauche et à droite, de façon à ce qu'on arrive le plus possible en 2050 sur une optimisation de toutes ces sources d'énergie, mais aussi de notre consommation d'énergie derrière. Donc oui, toutes les technologies doivent être mises en place, mais bien réfléchir à son usage à travers le monde. René Baud, vous souhaitiez réagir? En tout cas, je suis tout à fait d'accord. Il faut réfléchir aussi sur toute la chaîne et puis aussi le recyclage de plus en plus. Aussi des matières premières, aussi des terres rares qu'on utilise de plus en plus dans le domaine des énergies renouvelables. Donc ça, c'est à mon avis quelque chose qui est absolument important. Je voulais juste mentionner aussi, suite à ce qu'a dit Madame, un exemple, par exemple, typique d'évolution possible avec le scale-up. On a fait récemment un voyage d'études au Danemark. Alors là, ils ont développé vraiment d'une manière très conséquente la production de biogaz, surtout issu de leur ferme qu'ils ont là-bas au Danemark. Et puis aujourd'hui, ils sont à 35% de production de biogaz par rapport à la consommation totale en gaz naturel du pays du Danemark. Et puis, ils sont arrivés à descendre les prix de 12 centimes au départ. Par exemple, la production aussi en Suisse, c'est l'ordre de grandeur 12 centimes par kilowattheure à moins de 7 centimes. Ils parlent même d'atteindre un objectif de 5 à 6 centimes le kilowattheure. Là, on est pratiquement dans les prix de l'énergie fossile. Donc, voilà. Donc, avec le scale-up aussi de ces nouvelles technologies, on peut progressivement arriver à trouver des solutions aussi, point de vue commercial, pour développer ces volumes. C'est vrai qu'on voit que les prix, voilà, de plus en plus de techniques de production, de production de vecteurs d'énergie deviennent moins chers que les ressources fossiles. En même temps, il y a plein de technologies différentes. Il y a plein de groupes qui construisent, qui envisagent, qui font des acquisitions, qui développent.
il y a, comme vous le mentionnez, M. Moreau, des conflits aussi d'usage entre voilà, les terres, est-ce qu'on en fait de l'agriculture, de la production alimentaire, est-ce qu'on en fait de l'énergie. Tout ça, on a un peu l'impression que c'est dans un Far West de Far West, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de régulateur possible, déjà au niveau mondial. Au niveau suisse, on voit aussi les questions que ça pose, la complexité de ces arbitrages, au fond. Qu'est-ce qu'on veut privilégier, à quels endroits, pour quel but et avec quels moyens. Carl Khalil, je ne sais pas dans quelle mesure, vous qui êtes vraiment dans la technologie, vous voyez un peu le développement et l'organisation, le développement de ces technologies qui puissent... Alors on le sait, il n'y aura pas une technologie qui va remplacer le fossile, il y en aura une multitude, mais comment vous appréhendez un peu toute cette multitude de technologies, de possibilités et leur développement possible? Alors pour ça, je vois un peu, parce qu'on a parlé un peu beaucoup de réglementation, comment ça vient du gouvernement, de trucs, et puis les compagnies qui veulent innover dans ce domaine et tout. Et je vois qu'en Suisse et partout ailleurs, ce modèle qui s'implique est très pas mal avec l'implémentation de la taxe de CO2, où là, le gouvernement joue un rôle d'arbitre, il est là, il impose la taxe, et puis il pousse les compagnies à chercher des solutions autres que brûler le CO2. Et puis, tu as toutes les compagnies en parallèle qui ont un incentive pour créer de nouvelles technologies, pour aller sur le marché et capturer le CO2, arrêter de ces émissions. Et du coup, je pense que ce marché qui se crée tout le même, alors ça ne doit pas être, pas choisir les technologies ou bien interdire si cette technologie marche ou non, mais laisser les meilleurs se créer eux-mêmes, mais donner des incentives aux compagnies de technologie de créer ces nouvelles technologies et investir dedans. Et puis aussi aux compagnies de production d'énergie ou des compagnies d'énergie à transitionner vers ces énergies. Et cet incentive peut être sous une forme d'une taxe ou sous une forme que juste les nouvelles technologies qui apparaissent sont moins chères. Et comme a mentionné M. Bott, c'est avec ce scale-up qui se passe aussi un peu partout dans le monde. Et comme nous, on est en train là, en plein scale-up de nouvelles technologies, on peut voir comment on peut bénéficier de cette diminution de coûts et comment on peut voir qu'à long terme, ces technologies sont très compétitives aux technologies qui existent auparavant. Et c'est là où on doit viser. C'est vrai qu'on voit aujourd'hui aux États-Unis, le gouvernement Biden a injecté des centaines de milliards dans la promotion, subventionnement de fabrication d'hydrogène vert, d'infrastructures de production d'énergie renouvelable. On voit l'Union européenne qui court un peu derrière pour essayer de soutenir aussi un petit peu. René Bott, vous avez des attentes par rapport à ça? Quand vous regardez ces soutiens massifs, alors il n'y a pas forcément de choix technologique imposé, en même temps il y a un secteur dans lequel on injecte des quantités d'argent public faramineuses. Alors, c'est clair, il y a aussi une certaine compétition entre les pays pour développer ces nouvelles technologies et puis de maîtriser ces technologies. On voit d'ailleurs un petit peu ce qui se passe, comme vous l'avez souligné, aux États-Unis. Et puis l'Europe qui essaie de mettre aussi une même réglementation en place. Donc, c'est clair, nous, on est content aussi d'avoir le soutien en Suisse de plus en plus aussi, avec InnoSuisse qui nous a aussi soutenus dans le développement du réacteur de méthanation. Donc, je pense que c'est très important lorsqu'on teste des nouvelles technologies d'avoir un certain soutien aussi au niveau de la Confédération. Même le canton de Vaud nous a aussi aidés. Et puis aussi le fonds de recherche qu'on a dans le domaine de l'industrie gazière. Donc, ces différents éléments sont là pour soutenir les développements. Mais c'est clair, à terme, il faut aussi obtenir des solutions qui sont viables commercialement. Et puis, c'est pour ça qu'on a développé, nous, cet Innovation Lab. C'est pour faire le pont entre la recherche et puis la commercialisation des produits, pour pousser les produits dans la commercialisation, dans le domaine de tous les jours, pour tester les choses, pour tester des prototypes qui sortent des laboratoires, des écoles ou des instituts de recherche, et puis de faire quelque chose qui est utilisable pour nous tous tous les jours. Et puis ça, c'est très important. Et puis je compte beaucoup aussi que mes collègues d'autres entreprises énergétiques fassent la même chose aussi, dans la même direction, poussent aussi dans la même direction. C'est seulement comme ça qu'on obtiendra le développement à large échelle de nouvelles technologies, aussi notamment dans la capture du CO2, dans les gaz renouvelables ou dans les énergies renouvelables en général. Merci, bon, ça sera le mot de la fin pour cette table ronde. Place à vos questions, j'espère que vous en avez. On voit, oui, alors au fond de la salle, il y a déjà deux mains qui se lèvent. Oui, peut-être vous, monsieur? Merci, monsieur Bautz. Donc, si on est d'accord, disons, que sur le long terme, la production d'énergie, ça doit être renouvelable, donc solar, wind et nucléaire. Donc, la question de la transition énergétique se réduit à une question de stockage. Donc, c'est la guerre, disons, entre les solutions qu'on a. Donc, dans votre présentation, on a 2-3 solutions. Mais je vois qu'il manque une solution très importante,
c'est la solution avec efficience énergétique la plus haute qu'on a couramment, que c'est les batteries. Donc la question c'est, on sait déjà qu'avec l'hydrogène, on a une chute d'efficience énergétique, une grosse chute, parce que la moitié par rapport aux batteries. Donc, quelle est l'efficience totale, l'efficience énergétique totale si on doit utiliser donc l'hydrogène plus CO2 pour produire du gaz? Merci. Alors, M. Bautz, peut-être vous pourrez répondre. Je crois que l'efficience, si on prend de production d'électricité à refabrication d'électricité, on est autour de quelque chose comme 30%, 25%. L'hydrolyse, 60%, sauf erreur, on est à peu près dans ces ordres de grandeur. Vous, la question du rendement, c'est vrai que c'est assez faible. Ces gaz, on perd beaucoup d'énergie. Il y a peut-être de la chaleur qu'on peut valoriser, mais comment vous avez évalué ces questions du rendement? Alors, c'est clair que les rendements, ça joue un rôle dans tous les systèmes de conversion d'énergie. Il faut toujours voir la chaîne aussi globale, naturellement, au niveau du rendement. Dans le domaine là, qu'on discute avec un électrolyseur aujourd'hui, on arrive à des rendements de l'ordre de grandeur de 60-65%. Donc, celui-là qu'on a installé là, dans notre Innovation Lab, c'est un électrolyseur alcalin. Il a un rendement d'environ 63%. Et puis, si on rajoute derrière le réacteur de méthylation, on est globalement à un rendement environ de 83%, ce qui nous fait à peu près un rendement global d'environ un petit peu inférieur à 50%. C'est clair, ce n'est pas un rendement aussi élevé qu'un système de pompage, par exemple turbinage, qui est de l'ordre de grandeur de 80%. Mais c'est clair, comme on produit aussi une partie de l'électricité à partir des énergies fossiles aujourd'hui, c'est clair, si on tient compte encore de cet élément-là, ça baisse aussi le rendement. C'est clair, notre objectif, c'est aussi de développer des technologies de plus en plus à haut rendement. On voit aussi des progressions qui ont été faites dans d'autres domaines, aussi par exemple les panneaux photovoltaïques. Je me rappelle quand j'ai fait mes études, les premiers panneaux photovoltaïques avaient des rendements extrêmement bas, et puis une perte de rendement assez élevée au cours du temps. Ben, aujourd'hui, on est déjà arrivé à des solutions quand même largement au-dessus de 20% dans beaucoup de cas. Donc, il y a aussi des développements technologiques qui permettent d'améliorer ces rendements, et puis c'est ce qu'on compte aussi dans ces technologies de gaz renouvelable. Et puis l'autre élément que vous avez souligné aussi, le stockage, c'est très important. Et c'est là que notre stratégie, c'est aussi d'utiliser au maximum pour le futur les stockages qu'on a aujourd'hui dans le domaine du gaz naturel, parce que les plus gros stockages européens qui existent en termes d'énergie, c'est les stockages souterrains de gaz naturel. Il y a à peu près 1100 TWh d'énergie qui est stockée dans ces stockages souterrains. Alors, si on peut les utiliser aussi en partie pour le futur, pour les gaz renouvelables et puis aussi pour l'hydrogène, c'est tout ça de gagner en investissement. Et puis nous, en Suisse, comme on n'a pas de stockage saisonnier, notre but, c'est aussi de créer un stockage saisonnier si on veut développer aussi le power to gas progressivement en Suisse. Merci, M. Bautz. Je vais rebondir aussi sur cette question du rendement. Karl Khalil, est-ce qu'il y a du potentiel encore d'amélioration de ces rendements? Alors, l'électrolyse, je pense que ce n'est pas forcément possible, mais maintenant, au niveau de la capture du carbone, l'utilisation de ce carbone après comme pour l'injecter dans l'hydrogène, ou même dans l'efficacité des systèmes de direct air capture, donc capture directe de l'air, est-ce qu'il y a un potentiel d'amélioration du rendement, ou est-ce que c'est finalement les économies d'échelle financières qui vont permettre à ces systèmes de grandir? Alors, absolument. Niveau rendement, alors, il y a beaucoup de nouvelles technologies qui apparaissent, dont les membranes en graphène qu'on est en train de développer. Et il y a beaucoup aussi d'autres technologies qui peuvent avoir un rendement beaucoup plus élevé en matière d'énergie ou bien même de coût. Et puis, c'est un peu là où il faut faire le mix, parce qu'il faut un peu scale up toutes ces technologies à une échelle monstrueuse. C'est vraiment une échelle gigantesque. Et puis, ces nouvelles technologies ne peuvent pas encore exister à cette grande échelle. Et c'est là où il faut commencer un petit peu l'implémentation des anciennes technologies qui vont ouvrir la route pour ces nouvelles technologies qui peuvent apparaître et augmenter ces efficiences en énergie. Et puis, donc, commencer tout de suite avec ce qu'on a sous la main et puis encourager du coup la recherche et la mise en œuvre de nouveaux systèmes. Absolument. Et puis à long terme, même au niveau de capture, on peut parler même d'efficacité énergique, plus de 50% d'efficacité. Ça peut être des grands rendements qui apparaissent. Et puis, c'est là où il faut investir peut-être à long terme et essayer de pousser ces technologies à maturité ou peuvent être implémentées sur le marché. Merci beaucoup. Autre question? Oui, alors c'était en lien justement avec ce sujet de la capture carbone. J'étais un peu dans le flou sur le fait que j'ai cru entendre à des moments que finalement
ça existait déjà, et là j'entends beaucoup plus qu'au stade de la start-up, j'en étais resté au fait que les grands groupes fossiles comme Chevron, ExxonMobil investissaient des sommes pharaoniques sur des usines fossiles existantes, donc des milliards investis sur des usines test, et que ça avait des résultats très très médiocres en termes de capture de carbone. Donc à la fois au niveau financier, mais aussi au niveau du pourcentage de carbone capturé. Donc je n'ai pas raté une étape, on est toujours à ce niveau-là. Vous n'avez pas trouvé la capture de carbone et j'ai raté ça. Peut-être déjà la capture carbone a longtemps été le prétexte pour ne rien faire de la part de beaucoup d'entreprises, beaucoup d'industries. Voilà, on dit on va faire de la capture carbone, comme ça on continue à faire l'exploitation comme d'habitude. Ça a un peu changé ça a même beaucoup changé, parce que c'est devenu véritablement un des ingrédients des gaz qu'on va faire de manière synthétique, zéro émission. Et puis c'est aussi un des ingrédients qui va faire peut-être des émissions négatives. Donc la capture, direct air capture, qui s'agit au fond pour contribuer à la réduction de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, de véritablement capter le CO2 dans l'air et de le stocker sous terre pour contribuer au fond à cet effort plus général. Donc cet aspect négatif de la capture carbone comme prétexte a complètement changé. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir sur cet aspect. Alors, je peux juste répondre aussi à la question. C'est que aussi, les projets dont vous parlez, alors c'est un peu la majorité de ces projets, ces grands projets qui ont été investis dans ces grandes stations de génération de puissance, sont basés sur une technologie qui sont les amines liquides et qui est assez ancienne comme technologie. Et c'est là où on ne trouve pas vraiment beaucoup de avantages commerciaux à capturer le CO2. Et c'est là d'où tout le but d'avoir de nouvelles technologies qui apparaissent sur le marché et puissent amener plus à un coût qui est viable économiquement. Alors, il y a Alors, l'idée de capturer le CO2, c'est une idée ancienne et qui a été implémentée à grande échelle. Mais capturer le CO2 d'une manière économiquement viable, ça, c'est le rôle de ces nouvelles technologies qui apparaissent sur le marché, je pense. René Bautz, vous voulez compléter? Oui, sur deux aspects, point de vue technologique et puis ensuite point de vue commercialisation. Alors, comme l'a dit très justement M. Khalil, c'est notre objectif aussi du projet qu'on a avec l'EPFL, c'est de créer une rupture technologique dans le domaine aussi de la capture. Parce que comme il a expliqué, jusqu'à maintenant, on avait la capture essentiellement par solvant avec les amines, etc. Donc, c'est des grandes usines chimiques. J'en ai visité une qui était installée en Norvège pour le traitement du CO2 d'une installation de turbine à gaz. C'était pratiquement aussi grand que l'installation elle-même de turbine à gaz. C'est grand, ça utilise la place et puis c'est très coûteux. Et puis là, avec par exemple des membranes en graphène, un nanopore, là, on peut peut-être créer une rupture technologique qui permet d'abaisser fortement justement le coût de la capture du CO2. Donc ça, c'est un objectif qu'on poursuit ensemble avec l'EPFL, avec les équipes de l'EPFL. Et puis je dirais qu'on voit de plus en plus aussi, pour répondre un petit peu à ce qu'on a souligné avant avec l'urgence climatique, qu'on ne peut pas attendre qu'on ait développé suffisamment de volume en énergie renouvelable pour résoudre le problème des émissions, en tout cas dans le domaine de l'énergie. On devra passer par l'étape nécessaire de la capture de CO2 et puis assez rapidement si possible. Et puis de soit utiliser ce CO2, par exemple, pour produire justement du gaz de synthèse, ou on peut l'utiliser aussi dans certains domaines du bâtiment, par exemple. On voit des expériences qui sont faites en mélangeant le carbone avec du béton, ou alors de le séquestrer, parce qu'on a aussi de plus en plus des puits déplétés. On a utilisé soit le gaz, soit le pétrole. S'il est suffisamment étanche, et puis si on peut cristalliser le CO2, si je simplifie un petit peu, ça vaudrait la peine aussi de trouver des solutions, en tout cas pour l'instant, pour répondre à l'urgence climatique, de stocker ce CO2. Donc, il y a un grand projet qui s'appelle Northern Light, qui est développé en mer du Nord, où ils sont en train de construire maintenant toute l'infrastructure pour pouvoir injecter le CO2 donc dans ces puits déplétés en mer du Nord. Si je peux juste... Comme vous disiez, donc multiplicité de solutions, hein, toujours, qui ne s'excluent pas l'une l'autre et qui se complètent. Oui, il y avait une question complémentaire? Non, monsieur. Oui, bonjour Yannick Antonetti. J'aurais deux questions. La première, c'est, en fait, vous avez parlé des stockages en cavité rocheuse. Alexandre Closset a présenté ici aujourd'hui, dans le cadre du lancement hydrogène de la Fondation Nomade, des coûts qui correspondent à, tu me corriges si je me trompe Alexandre, mais 1,5 milliard par térawattheure, les coûts de stockage. Est-ce que vous pouvez confirmer cet ordre de grandeur de prix? La deuxième question est, en fait, vous avez parlé justement de
du stockage power to gas à partir d'énergie renouvelable. Vous avez parlé sur vos sites d'Aigle de l'utilisation de la chaleur pour faire un réseau de chauffage à distance. Est-ce que vous avez aussi réfléchi à récupérer les chaleurs fatales des entreprises dans le but d'augmenter les rendements du power to gas avec, par exemple, des électrolyses haute température? Faut répondre. Alors, d'abord, pour répondre à la dernière question, c'est clair, ça c'est notre objectif, c'est d'utiliser toutes les énergies fatales qu'on a de l'électrolyseur ou du réacteur de méthanation pour l'injecter dans le micro-réseau de chauffage à distance qu'on a installé sur le site pour pouvoir chauffer les bâtiments ou puisqu'on a encore une installation de détente de gaz sur place, de préchauffer le gaz. Donc ça, c'est tout à fait prévu sur le site d'Aigle. C'est d'ailleurs déjà en fonctionnement partiellement. Concernant le stockage qu'on a prévu donc dans le Haut-Valais, c'est un stockage d'environ 1,5 TWh. Le coût estimé d'investissement, c'est entre 4 et 500 millions, si on peut réaliser les 4 cavités. C'est clair, si on veut stocker l'hydrogène, ça va coûter plus cher parce que l'hydrogène, bon, ça n'a pas la même densité pouvoir calorifique que le gaz naturel. Et puis, il faudrait comprimer plus haut pour avoir la même densité énergétique. Mais on a quand même des limites dues à la roche aussi, qui doit tenir la pression. Donc, si on comprime avec le gaz à 300 bars, par exemple, dans ces cavités, si on veut comprimer la même densité énergétique en hydrogène, il faudrait monter jusqu'à 5 ou, par exemple, 600 bars. Mais là, on aurait des problèmes aussi technologiques à résoudre qui risquent de poser problème. C'est pour ça que, probablement, si on passe ensuite à une étape hydrogène, il y aura moins d'énergie stockée avec l'hydrogène qu'avec le gaz naturel. C'est pour ça que notre idée, c'est aussi de développer vraiment le gaz de synthèse, parce que c'est la même molécule finalement, et puis ça nous permet de garder les capacités de stockage qui sont planifiées avec le gaz de synthèse. Oui, peut-être vous, monsieur. Oui, David Moreau, vous vouliez compléter? Oui, ça fait un moment que j'ai envie de réagir, en fait, où on entend beaucoup de questions sur les technologies à développer. C'est sûr que toutes ces technologies, c'est très, très important de les amener, mais il ne faut pas oublier non plus que d'un côté, l'économie, le CO2 non émis et le kilowattheure non consommé est aussi la meilleure économie d'énergie qu'on peut faire et aussi la meilleure économie de coût. C'est beaucoup moins cher d'économiser de l'énergie ou de ne pas la consommer avec notre propre comportement que de chercher à répondre à la demande en la produisant ou derrière en captant le CO2. Donc, je ne dis pas qu'il faut abandonner ces technologies, mais qu'il faut aussi venir investir. Là, on parle toujours d'investissement dans des diverses technologies, mais il y a aussi derrière les innovations sociétales dans lesquelles on peut investir pour réussir derrière à amener comme projet de société une consommation à basse consommation, une société à basse consommation d'énergie. Donc, je pense qu'il faut aussi vraiment prendre en compte dans l'équation cette piste de l'innovation sociétale et investir dans cette direction parce que finalement, je pense qu'un kilowattheure économisé est moins cher qu'un kilowattheure produit. Et certains pensent même qu'il faudrait rétribuer ces kilowattheures non consommés comme voilà, comme si on en produisait en fait. Donc ça, c'est aussi des réflexions peut-être au niveau politique qui vont rebondir au Parlement ces prochaines années. Ça rebondit en tout cas déjà dans des livres de science-fiction, mais c'est dans le paysage en tout cas. Monsieur, vous aviez une question? Il y en avait juste une ici. Oui. Oui, pendant qu'il y a le micro qui est dans le coin. On entend là? Oui. Une question à M. Bautz. Ne voyez pas de malice dans ma question, mais je suis quand même obligé de la poser. Donc, vous avez présenté une vision, donc vous passez d'un modèle du siècle passé où on va prendre du gaz dans la nature, on va le stocker d'une manière très simple et le brûler. Donc, c'est des technologies qui sont matures avec des méthodes d'extraction qui sont avec des coûts compétitifs sur toute la chaîne de valeur. Et vous voulez passer à un nouveau modèle avec des technologies beaucoup plus complexes, moins maîtrisées. Tout va coûter plus cher, des étages de conversion avec des rendements beaucoup plus bas. Tout va être plus cher, tout va être plus complexe aussi d'un point de vue technologique. Et donc, du coup, l'idée de GasNat, c'est de passer du point A vers le point B. Et du coup, je me mets aussi à votre place. Vous avez aujourd'hui un modèle d'affaires qui fonctionne bien, où vous pouvez faire des bons revenus, des bonnes marges. Et passer vers le nouveau modèle d'affaires va vous obliger à lutter contre vous-même d'une manière qui est inhumaine.
Vous avez des actionnaires, je ne sais pas que je connais pas le modèle de propriété de Gaznat, mais vous avez aussi un conseil d'administration, vous avez des salariés qui sont payés avec des bonnes conditions. Cette transition-là génère des conséquences qui sont quand même assez importantes, peut-être sur les salaires, peut-être sur les revenus, les marges, les risques de l'entreprise. Donc, comment vous luttez contre vous-même pour répondre à ce défi? Et est-ce que finalement, est-ce que c'est les acteurs comme vous qui répondront à ce défi-là ou les autres acteurs qui ne sont pas un modèle économique comme le vôtre et qui, du coup, eux, ont vraiment intérêt à pousser, à entrer dans ce nouveau marché? C'est vrai qu'on aurait pu attendre d'autres acteurs du marché, peut-être privés, faire ça. René Bautz, vous pouvez répondre à cette interpellation. Oui, alors c'est vraiment là, on s'est lancé un très grand défi, comme vous le dites, qui n'est pas facile. La pente est raide, il faut beaucoup d'énergie. Mais notre modèle d'affaires est en train de changer. Donc, d'abord, point de vue actionnariat, nous sommes détenus par les villes et puis les communes. Donc, il y a d'un côté une pression de notre actionnariat de décarboniser progressivement notre modèle d'affaires dans le domaine du gaz. Puis de l'autre côté, on a aussi des clients qui ont de plus en plus des attentes aussi qu'on leur fournisse de l'énergie renouvelable et décarbonée. Donc, on a d'un côté les actionnaires, de l'autre côté les clients, puis nous, on est là au milieu. Alors, nous, on doit trouver les solutions. Alors, on s'est lancé vraiment un grand défi, c'est clair. On espère pouvoir réussir progressivement. On a de la chance de pouvoir dégager encore dans notre domaine, globalement, des marges satisfaisantes, puis d'utiliser en partie cet argent pour préparer l'avenir. Donc, ça, c'est notre objectif. Donc, c'est pour ça qu'on a développé aussi ces programmes de collaboration avec les PFL. On a investi pas mal dans ces chaires et ces projets de développement. Et grâce à ça, il y a aussi des jeunes pousses qui sont en train de se développer, des startups qui commencent à être actives sur ce marché-là. Et puis, on espère, nous, c'est clair, on prend un risque, hein, je vous l'avoue ouvertement, avec cette évolution-là. Mais on espère aussi, avec le scale-up, avec le développement de ces technologies, qu'on arrive progressivement à trouver des solutions et puis aussi à offrir des services et des solutions énergétiques à nos clients qui restent eux aussi auprès de nous, parce qu'avec l'ouverture des marchés, on sera aussi en concurrence, c'est clair, ça c'est une pression supplémentaire qu'on aura avec l'ouverture des marchés de l'énergie, et puis c'est de fidéliser aussi les clients, peut-être avec de nouvelles solutions, avec de nouveaux services. La fermeture du marché, hein, stricto sensu, plutôt que l'ouverture, vu que la Comco a de facto ouvert le marché du gaz. Par sa décision historique. Voilà. D'où la loi qui va clarifier tout ça. Voilà. On va prendre une dernière question. Oui, une dernière alors. Bonjour, merci à tous pour vos différents messages. Moi, j'ai une question. Enfin, d'abord, je vais commencer par mon introduction en regardant l'hydrogène gris. Donc aujourd'hui, l'hydrogène gris, donc, comme vous avez dit, c'est fait à partir de méthane, de gaz naturel. À l'échelle globale, aujourd'hui, la moitié de la production d'hydrogène gris, elle est faite notamment pour la production d'ammoniac. C'est-à-dire qu'on a un besoin qui est global pour l'agriculture, qui a besoin en priorité de cet ammoniac. Et donc, on voit qu'il y a un lien direct entre le gaz naturel et l'ammoniac et donc les besoins alimentaires. Mais aussi, parce qu'effectivement, cet hydrogène-là est nécessaire pour faire de l'ammoniac. Mais on voit donc qu'aujourd'hui, de plus en plus, que l'ammoniac peut être un vecteur pour l'hydrogène, pour son stockage, et qui permettrait notamment de diminuer les coûts de développement de l'infrastructure de l'hydrogène, et notamment aussi de pouvoir ouvrir de nouvelles applications d'utilisation de l'hydrogène. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous considérez que, Monsieur Bautz, pardon, excusez-moi, est-ce que vous considérez que l'ammoniac, ça rentre en compétition avec votre modèle, ou est-ce que pour vous, c'est une stratégie qui peut être mise en place? Et peut-être aussi pour Madame la représentante de l'Office fédéral de l'énergie, est-ce que les solutions qui rentrent en compétition avec des grands acteurs, est-ce que c'est des choses qui sont considérées ou pas du tout? Merci pour cette question. C'est vrai que la concurrence pour l'usage de cet ammoniac en tant que tel, de cet hydrogène en tant que tel, ou alors transformé en ammoniac, ou alors pour faire des engrais ou même des carburants. Hein, on parle de carburants non carbonés comme l'ammoniac qui peut être utilisé dans des moteurs ou dans des piles à combustible en quelque sorte. Il y a de la concurrence sur ces utilisations. René Bautz peut-être répondre à cette question, et puis Madame Houg aussi, si vous êtes d'accord de répondre. Alors, c'est clair, on a aussi regardé les filières d'ammoniac et puis aussi de méthanol ou d'éthanol.
c'est clair, l'ammoniac, le NH3, a l'avantage de pouvoir être transporté facilement sous forme liquide, par exemple. Hein. Donc, à 10 bars, il est sous forme liquide et puis on peut facilement le transporter. Par contre, c'est clair, il faut de nouveau le produire. Aujourd'hui, il est produit essentiellement aussi à partir du gaz naturel, l'ammoniac. Puis, comme vous l'avez dit, il est utilisé essentiellement aussi dans l'agriculture pour la production d'engrais. Aussi bien le méthanol que l'ammoniac ont aussi naturellement des inconvénients. C'est premièrement des gaz qui sont corrosifs, qui posent des problèmes en utilisant certains types de matériaux et puis qui sont aussi toxiques. Donc, il faut faire extrêmement attention à l'utilisation de ce genre de gaz. Je sais que notamment les Japonais ont voulu développer une filière d'ammoniac comme vecteur d'énergie. Ils pensaient même produire notamment l'ammoniac en Australie, le transporter par bateau et puis l'utiliser. Mais je crois qu'ils sont venus un petit peu en arrière avec l'ammoniac, d'après mes dernières informations. Donc, voilà. Donc, on est en train de regarder aussi les différentes filières, les avantages, les inconvénients. Et en fonction des avantages et inconvénients, on se décide plutôt pour une filière ou pour l'autre. Comme je l'ai expliqué avant aussi, nous, on a, par exemple, dans notre milieu gazier, maintenant, la grande discussion, est-ce que le meilleur vecteur pour nos réseaux, c'est l'hydrogène ou c'est le gaz synthétique, par exemple, produit à partir du power to gas? Parce que l'un et l'autre, ils ont des avantages et des inconvénients. L'avantage avec le gaz de synthèse, on peut utiliser l'infrastructure telle qu'elle, pas besoin de nouveau investir dans l'infrastructure ou dans les utilisations finales. Par contre, c'est clair, l'hydrogène a d'autres avantages parce qu'il n'a pas du tout d'émissions lors de la combustion. Mais par contre, il faut investir pas mal dans les réseaux ou développer même des réseaux parallèles d'hydrogène. Donc là, il y a toujours encore dans notre milieu de grandes discussions. Alors, on verra. Je pense que l'hydrogène va probablement se développer plutôt avec des clusters, en tout cas au départ, localement, pour des applications spécifiques. Et puis, on regardera s'il faut interconnecter ces clusters, si on utilisera les réseaux de gaz ou des réseaux parallèles d'hydrogène. Et puis, je pense qu'il faut conserver en tout cas le réseau de gaz naturel pour pouvoir injecter le biométhane progressivement dedans et puis l'utiliser aussi pour les gaz de synthèse si on développe le power to gas, notamment avec les excédents d'énergie électrique. Voilà un petit peu pour l'instant l'état des réflexions, en tout cas dans notre domaine. Alors nous, on a peu de vision pour le moment des usages et du potentiel de l'hydrogène en Suisse. Ce sera notamment le but de la stratégie hydrogène qui devrait être présentée d'ici fin 2024, d'avoir une meilleure vue d'ensemble. La publication, normalement demain, de la réponse au postulat Candinas va donner quelques éléments, si vous êtes intéressé à regarder sur le site de la Confédération. Mais honnêtement, on a vraiment extrêmement peu de vision des besoins en hydrogène en Suisse. On a peu de visibilité. Si je peux me permettre, notamment par rapport à la question de l'ammoniac, si vous vous basez sur des arguments de toxicité ou de problèmes de corrosion, aujourd'hui, c'est sûr qu'on pourrait avoir très peur de cette solution parce qu'on utilise des mots qui font peur en termes de sécurité personnelle ou même en termes de coût. Or, aujourd'hui, ça fait 80 ans, 80 ans qu'on utilise de l'ammoniac, il y a des pipelines qui existent, il y a des réseaux de transport qui soient routiers ou même en termes de train. Du coup, ça se déplace déjà autour de nous, donc ça veut dire qu'il y a un savoir-faire qui existe aussi. Et donc, se baser sur les arguments qui sont ceux-ci, pour moi, ça me pose problème parce que dans ce cas-là, on met n'importe quel argument qu'on veut pour pouvoir justifier une mesure ou une autre. Ce qui est très probable, et ça peut être le mot de la fin qui ouvre sur les prochains débats qui vont s'ouvrir, c'est qu'il y a peut-être certaines technologies qui vont se développer dans certaines régions parce que les circonstances font que, ou l'état de l'industrie et des besoins et des capacités de certaines régions y prédisposent ou pas. Et je pense qu'on est encore là dans une fausse question de dire qu'est-ce qui va éliminer l'autre. Probablement qu'il y aura un peu de tout selon les régions, c'est en tout cas ce que disent beaucoup de spécialistes. Et évidemment, ça pose beaucoup de questions après à chaque région, chaque pays, à chaque collectivité, de quelle technologie ils souhaitent, ou alors il est plus intéressant ou rentable ou économique ou pour l'intérêt public de développer. Je vois que vous souhaitez peut-être dire un dernier mot, Jessica. Il y a le problème des infrastructures quand même, qui sont extrêmement coûteuses et qui sous-entendent qu'il y a une demande qui soit quand même forte. Donc, si on dit qu'on va vraiment en mode cluster, ça veut dire que ça restera petit. Voilà. Donc, c'est aussi une direction. C'est comme ça que s'est développé en fait le gaz naturel, parce qu'il y avait des clusters de gaz de ville qui étaient très locaux. Et puis ensuite, avec l'arrivée du gaz naturel, on a vu l'intérêt, aussi point de vue sécurité d'approvisionnement, de relier tous ces clusters de gaz de ville
on a transformé le gaz de ville en gaz naturel, on les a reliés entre eux pour la sécurité aussi d'approvisionnement, et c'est devenu le réseau qu'on connaît aujourd'hui de gaz. Magnifique. On voit le 21e siècle se faire devant nous avec vous. Merci beaucoup pour votre participation à chacun, chacune. Merci beaucoup à l'EPFL d'avoir accueilli ce débat et merci à vous d'y avoir participé. Excellente soirée. Merci beaucoup.